Voilà, merci Routel-Criet. Vous venez d'entendre donc ce long entretien d'Isabelle Balkany. C'était cet après-midi à la mairie de Levallois. Évidemment, on va reparler de ce jugement tout au long de la soirée sur BFM TV. Mais l'autre événement ce soir, dans Brunet-Neumann, c'est vous. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, à tous les deux, à Éric Brunet et à moi-même. Et ça fait 4 mois que vous n'aviez pas accordé de grande interview télévisée, Éric. Vous êtes rentré, Jean-Luc Mélenchon, en France mardi, après un voyage en Amérique latine qui a duré pratiquement 1 mois et demi. Vous êtes député, je le rappelle, des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et le 19 septembre prochain, c'est bientôt, la semaine prochaine, vous allez avoir une grosse actualité, puisque c'est un jour important pour vous. C'est la date de votre procès, en premier lieu. Et puis c'est aussi le jour de la sortie de votre livre, et ainsi de suite. Un procès politique en France, chez Plomb. Mais l'actualité ce soir, on vient de le voir, vous l'avez vu vous-même, c'est l'incarcération de Patrick Balkany. Il dormira ce soir à la prison de la Santé, condamné à 4 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. S'agit-il d'un procès politique, tiens? Ah non, je sais pas, enfin je veux pas non plus me prononcer sur tous les procès, sur toutes les affaires, je connais pas l'affaire, je sais pas de quoi il est question. Je sais que M. Balkany avait une réputation sulfureuse, mais on ne peut pas s'arrêter aux apparences. Hein. Donc je ne suis vraiment pas en état de vous donner un avis sur un sujet pareil. Pourquoi ça serait un procès politique? Je ne vois pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Parce qu'il y a des caractéristiques à un procès politique. Moi, j'ai 2 accusations par des personnalités perturbées. L'une d'une élue d'extrême droite, l'autre d'un gars qui mettait en cause toute la commission des comptes de campagne. On lui a glissé à l'oreille, parle un peu de Mélenchon, ça va créer une ambiance. Il l'a fait, ça a créé une ambiance. Du coup, dans les 2 cas, moi seul fait l'objet d'une saisine, d'une enquête préliminaire et de perquisitions géantes avec des méthodes qui sont d'habitude réservées aux grands Mélenchon, vous avez compris pourquoi Éric Brunet vous a posé cette question-là. Il vous a demandé si c'était un procès politique, parce que Patrick Balkany lui-même a dit que c'était un procès politique. Et ce sont exactement les mots que vous avez employés. D'où la question. Oui. Non, mais je sais pas, je peux pas vous répondre. Je sais pourquoi moi je suis dans un procès politique. Ça, c'est vrai. Je sais aussi quel est l'enjeu, que M. Balkany ne m'en veuille pas. Mais le président d'un groupe d'opposition bien remuant, Jean-Luc Mélenchon, il s'est passé... Alors oublions le procès politique, 4 ans de prison ferme. Non, 4 ans de prison ferme pour une fraude fiscale et l'incarcération. Je m'en fous. C'est pas indifférent d'envoyer quelqu'un en prison. Mais vous mettez les gens dans l'obligation d'avoir un avis sur les sujets qu'ils connaissent pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agissant de moi. D'accord ? Je ne vais pas venir ici pour commenter Balkany. Je viens vous parler du procès politique entre Jean-Luc Mélenchon et ses camarades. Je ne sais, si vous voulez, vous autres journalistes, ça devrait au moins vous exciter de regarder ça. C'est rempli de choses incroyables. On va en parler. On a tout le temps d'en parler. C'est très intéressant parce que finalement, nous agressez pas, parce qu'on est... je vous agresse pas, on est plutôt en train d'essayer de comprendre ce que vous appelez un procès politique. Parce que finalement, depuis des années, moi j'ai observé que c'était un argument qui était souvent utilisé par la droite. C'est vrai, souvenez-vous, 2012, Nicolas Sarkozy, on aurait pu observer un certain nombre de connivences entre certains magistrats français, certains politiques, et pourquoi pas, allons-y, certains journalistes, en tout cas, ce qu'a dit 2012, ce qu'a dit en 2012 Nicolas Sarkozy. Bon, souvenez-vous, le syndicat de la magistrature, au 2e tour de la présidentielle, avait appelé à voter Hollande. Donc, on peut entendre qu'il puisse y avoir dans notre pays des connivences entre des magistrats, entre des politiques, entre vous des qui l'avez dit, hein, c'est pas non, mais moi. oui, c'est moi qui le dis. Parce que moi, mais simplement, l'argument du procès politique, il a été invoqué à de nombreuses reprises par la droite, par les Balkany, et puis par vous. Donc c'est une pathologie nationale, le procès politique. Alors, non. C'est pas loyal comme procédé, Brunet, permettez-moi de vous le dire. Alors tout est dans le même pot, etc. Il n'y a que vous qui n'êtes pas dans le pot, quoi. Hein. Vous avez participé à traîner tout ça comme il fallait, des 2 côtés. Non, moi je ne me prononce pas sur tout ça, d'accord ? Je vous parle d'un procès politique, celui qui est fait à la France Insoumise. Je veux vous montrer que ce sont des méthodes inouïes qui n'ont jamais existé auparavant. Quoique beaucoup de vos collègues se soient arrangés pour faire la touillette, pour dire « ah bah oui, tout ça c'est du pareil eux-mêmes, c'est tous les mêmes », misant sur un espèce de populisme agressif de base, tout élu est suspect. Voilà. Moi, je suis la victime d'une femme d'extrême droite qui dénonce 16 personnes
puis se souvient tout d'un coup de moi après avoir téléphoné à Madame Le Pen. Voilà. Et elle me met en cause pour mes attachés parlementaires, en me disant, Monsieur Mélenchon, utilisez ses attachés parlementaires au parti et pas en tant que député. S'occuper de Jean-Luc Mélenchon est une tâche à temps plein. Vous pouvez le demander à tout le monde autour de moi. Donc elle fait ça pour démarrer. Et puis, aussitôt, un juge dit, ah oui, il faut immédiatement ouvrir une enquête. Et à partir de là, c'est une effet boule de neige. Ça, c'est cas numéro 1. Cas numéro 2, un type qui est en querelle avec toute la commission des comptes de campagne dit il y a un problème sur telle dépense de Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, il s'en fout. Moi, j'ai déclaré toutes mes dépenses. Vous voulez rembourser celle-là, vous voulez pas rembourser celle-là. C'est vous qui décidez. J'ai dit d'avance que je m'y soumettrai. J'ai d'ailleurs dit, depuis que j'ai été mis en cause, je suis prêt à remettre tous mes comptes. Il y a 52 cartons de factures. Les journalistes d'investigation, etc. Ben, vous avez qu'à y aller. Il faut bosser un peu de temps à autre. Pas seulement recopier les comptes rendus des juges. Bien. Alors, sur cette base-là, vous avez des juges, dont nous connaissons les noms, qui décident de faire une perquisition pour nous prendre par surprise. Par surprise, s'il vous plaît. 7 mois après l'incrimination. Comme souvent, pardonnez-moi, les perquisitions, y compris dans des partis politiques, je pense par exemple au Modem. On ne prévient pas les gens avant de perquisitionner en général. Alors là, monsieur Neumann, il faut améliorer vos fiches. On prévient les gens avant. Pas toujours. Et pas toujours. Et notamment dans les enquêtes politiques. Mais, écoutez, Neumann, entendons-nous bien. Si le but de votre démonstration, c'est de dire... Mais si, tout est pareil, tout est équivalent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais vous dire sur le Modem. Je trouve scandaleux comment ils ont été traités. D'accord ? À peine M. Bayrou arrive au gouvernement, tout d'un coup, tchouf, quelqu'un se rappelle d'une histoire de l'assistant de l'homme qui a vu l'ours et du pingouin, et toc, 2 personnes sont mises en cause. Les 2 quittent le gouvernement. Quelle corporation a le pouvoir de foutre dehors ses ministres successivement comme celle-là? Où est passé le précédent avant Madame Belloubet? Parce que Madame Belloubet, aujourd'hui, ce qu'elle a, c'est qu'elle a peur de ce qui va lui arriver après. Qui était là avant? Bayrou. Qui était là avant? Urvoas. Où est Urvoas? Lui aussi, il a une affaire sur les bras. Une affaire qui est très intéressante pour nous, c'est parce qu'on lui reproche d'avoir transmis des informations concernant une enquête qui était en cours. Ok ? Excusez-moi, tout ça est un peu compliqué. Non, c'est clair. Mais c'est précisément ce que je reproche à Madame Belloubet. Je lui dis, vous êtes une menteuse quand vous dites que vous ne savez pas, que vous n'étiez pas au courant, etc. Les perquisitions qui se sont menées, pas seulement chez moi, après tout, je suis l'indigne personne à qui on peut faire n'importe quoi, mais 17 sièges, 10 de mes collaborateurs, pendant 7 ans en avant, ils ont été les chercher. Et comme c'est des pieds nickelés... Mais pardonnez-moi, Jean-Luc Mélenchon, non, laissez-moi terminer au moins. Oui. Je sais que c'est compliqué, alors c'est difficile à expliquer, puis on peut s'embrouiller dans les histoires juridiques. Mais alors, comme ce sont des pieds nickelés, ils font 17 perquisitions sur les comptes de campagne. Puis tout d'un coup, il y en a un qui se rappelle 2 mois après. Ils ont oublié le directeur de campagne. Et voilà tous partis chez le directeur de campagne. Et quand il arrive, le directeur de campagne, mon camarade Manuel Bompard, dit « Mais dites donc, vous autres là, comment ça se fait que vous savez que je suis là, je suis entre Paris et tout ?» Il dit « Oh, vous avez mis une puce !» Ça les fait rire. Et après, il lui dit « Ah bah ici, on est mieux qu'au Venezuela, non, monsieur Bompard ?» Voilà l'ambiance. On peut vous poser une question, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, mais vous m'avez toujours pas demandé pourquoi je caractérise ça de procès politique. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser très précisément. Parce que cette idée de procès politique, de complot politique, Éric le disait, on a déjà entendu ça. Souvenez-vous, François Fillon qui disait cabinet noir. Donc, Nil novi subsole, c'est un truc latin, c'est du latin. De 2 siècles c'est avant du latin. notre Donc frère, la question, elle est très simple, Jean-Luc Mélenchon. Tout est dans tout et quelles sont les preuves? Non, je parle que de vous. Ah bon. Quelles sont les preuves que vous pouvez nous apporter ce soir pour dire, voilà, je suis victime d'un procès politique, en voilà les preuves? Bon, alors, déjà, si vous aviez pris cette précaution au début, mon exposé aurait été plus clair. Pourquoi? Il n'y a pas de cause au départ. Il y a un gars qui explique qu'il y a des dépenses que j'aurais pas dû avoir remboursées. Je répète, je m'en fous. Ne remboursez pas si vous ne voulez pas, remboursez si vous voulez, c'est votre boulot. J'ai fait la campagne la moins chère, je n'ai pas demandé le plafond. Il n'y a pas de cause objective. Aujourd'hui, personne n'a encore dit, écoutez, il y a un problème avec telle facture de M. Mélenchon. Par contre, on a dit, il y a un problème avec les factures de M. Macron, parce qu'elles sont trop basses, parce que c'est sous-évalué, etc. Sur l'affaire des assistants parlementaires, il n'y a pas l'ombre du début d'une démonstration de quoi que ce soit. Mais la preuve d'un procès politique. Mais monsieur, la preuve d'un procès politique, c'est quand il n'y a pas de preuve. Pour mettre des procès, mais qu'on vous poursuit. Mais s'il y a un procès politique, c'est qu'il est forcément ourdi par quelqu'un. Non, il y a un effet de système. Nous allons peut-être y venir. Il y a une situation... Comprenez bien, Jean-Luc Mélenchon.
c'est que cet argument du procès politique est tellement usé, tellement utilisé et surutilisé par tout le monde. Faut faire du neuf, quoi. Non, faut bon, pas faire écoutez, du neuf. j'ai un procès Camembert, ça vous va? Non, c'est neuf? Non. Une expression nouvelle. C'est pour ça qu'on Écoutez, les gars, on arrête de rigoler. Non, mais attendez, une seconde. Donnez-nous des éléments. Attendez, écoutez-moi, parce que là, pour vous, tout ça, c'est un sujet, bon, c'est un plateau, demain, vous en avez un autre. Non, moi, là-dedans, comprendre. Je suis poursuivi pour avoir parlé fort, comme un Méditerranéen que je suis, sur un plateau parce que je voulais entrer dans mon local et que pour des raisons mystérieuses, on m'a empêché d'entrer. Ainsi que la personne qui était à côté de moi, qui pourtant avait été convoquée, qui est mon conseiller spécial. Je risque 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Alors m'en veuillez pas, ça m'amuse plus. Je veux bien au début, ils se disent, bon tiens, on a serré Mélenchon, on va... Hein, parce que c'est ça la technique du lawfare. Lawfare, ça veut dire la guerre judiciaire. Ah oui. Je vous explique comment ça marche. Oui. Premier temps, un dingue dénonce. C'est le cas pour Lula, c'est le cas pour Biram Abedei en Mauritanie, c'est le cas pour Correa, c'est le cas pour tout le monde. Vous avez un ou deux journalistes qui arrivent et qui disent « Ah, c'est intéressant, vous pouvez pas nous raconter ça ?» Un peu de presse, un juge se jette dessus. Le juge commence l'affaire et vous en sortez plus. Parce que tous les jours, il se passe quelque chose. Alors votre vie politique est absorbée par la bataille juridique. Regardez, de quoi on va parler ce soir. J'ai fait un rapport sur la mer, je comprends que ça l'intéresse. On va me parler que de ça. Procès. Je suis pris là-dedans. Attendez, sortez un livre sur le sujet. Eric, oui, mais je me défends. Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez tout mettre sur le dos des journalistes, des médias. Je veux bien. Allez, arrêtez le Je veux bien, chapeau, mais moi je veux bien. Mais attendez, c'est vous qui convoquez une conférence de presse pour parler du procès. C'est vous qui sortez un livre pour parler et quand j'arrive ici, on me dit procès politique, tout le monde dit ça. On va pas parler que sur les journalistes qui parlent que du procès. Non mais attendez, mais je comprends que les journalistes ne puissent faire autrement. La situation a été créée. Regardez l'embarras dans lequel je suis. Je suis là en train de répondre à deux personnes sur deux affaires. Et en fait, je ne vais pas être jugé pour l'une ou l'autre des deux affaires. Je vais être jugé pour ce qui s'est passé le jour où il y a eu les perquisitions. Pour intimidation de l'autorité judiciaire, provocation et rébellion. Voilà les termes. Ça, oui. Mais vous savez, pardon, je fais juste une parenthèse, vous savez qu'un justiciable lambda se serait comporté comme vous, il serait sans doute passé en comparution immédiate. J'ai de la chance, vous savez quoi Bien sûr. Mais pardon, mais un justiciable ordinaire, on ne lui aurait pas fait ce qu'on m'a fait à moi. C'est-à-dire le traiter comme le grand banditisme, surgir chez lui à 7 h du matin ainsi que chez tous les autres, enlever tout ce qu'il y a dans nos ordinateurs, y compris les gens qui se trouvaient chez nous et qui n'ont rien à voir avec toute cette histoire. Ce serait un justiciable ordinaire, on ne l'aurait pas empêché d'entrer parce que c'est son droit. Un justiciable ordinaire, le procureur se serait présenté en disant « Écoutez, vous n'avez pas le droit d'entrer ». Il aurait dit « Pourquoi ? Tout ce qu'on m'a fait est illégal ce jour-là ». Et ils le savent, puisqu'en cours de route, ils sont partis. Quand Sans me dire ce qu'ils emmenaient. Attendez, Neumann, vous m'avez bien compris. Ils se barrent, alors que je leur dis « Mais restez, puisque maintenant, ça y est, je suis rentré ». Non, on s'en va. Et ils ne m'ont pas dit ce qu'ils emmenaient. Si vous trouvez ça normal, et un des policiers qui était là, la seule violence qu'il y a eu ce matin, à part mon ton de voix de Méditerranéen que tout le monde connaît, non, apparemment. Eh bien, à part ça, la seule violence qu'il y a eu, c'est un policier qui s'est jeté sur une femme, une de mes assistantes, pour la mettre par terre. Jean-Luc Mélenchon, quand, le 5 septembre dernier, au Brésil, vous établissez une comparaison entre votre situation judiciaire et celle de Lula. Est-ce que vous ne poussez pas un peu loin le bouchon Lula, c'est président. C'est en gros ce que vous a dit Nicole Belloubet. Parce que franchement, les Français ne perçoivent pas l'État français et la Macronie comme une dictature. C'est pas Pinochet, c'est pas Brejnev. Non mais attendez, c'est ni Pinochet ni Brejnev qui gouverne le Brésil. C'est Bolsonaro. Changez pas de sujet. L'État, il y a un État de droit au Brésil. Peut-être que vous considérez que tout ça, c'est des indigènes folkloriques. Mais non, il y a un État de droit au Brésil. Il y a des lois au Brésil. Il y a des tribunaux. Et les Brésiliens, eux aussi, pensent que leur justice, son rôle est d'être impartial. Et d'ailleurs, les Brésiliens sont outrés du comportement de leurs dirigeants. Quand M. Bolsonaro insulte Mme Macron, il ne faut pas croire que tout le Brésil applaudit. Oui, mais lui, il n'est pas accusé de rébellion comme vous. Il est accusé vraiment de faits plutôt graves qui ont conduit la justice brésilienne à le mettre en prison pour 8 ans. Non, pas la justice. Pour 8 ans. Un monsieur qui s'appelle Sergio Moro a décidé, sur la base de son intuition, parce qu'il dit il n'y a pas de preuves. Et il n'y a pas de preuve de la corruption de Lula. Donc c'est exactement le même mécanisme. C'est ça que nous sommes en train d'essayer de démontrer. Non pas moi, Jean-Luc Mélenchon, ni Lula tout seul, mais l'ensemble des signataires et des gens qui sont incriminés, comme celui qui est en prison au Cameroun, comme celui qui est en prison en Égypte. À chaque fois, c'est le même mécanisme. Et à chaque fois, on nous dit écoutez, exagérez pas quand même. La justice de notre pays est indépendante. Mais non, elle ne l'est pas. Sergio Moro, je vais vous le montrer, si vous voulez bien passer l'image. C'est le juge
qui condamne Lula. À peine a-t-il fini de le condamner qu'il est nommé ministre de la Justice dans le gouvernement d'extrême droite. Et cet homme-là reçoit qui? Le procureur qui s'occupe de moi, qui est présent chez moi à mon domicile, et le reçoit pour quoi faire, je vous prie? Pour jouer à la canasta, les voilà. Vous voyez, le grand blond là qui est au milieu, c'est mon juge, Perruot. C'est le juge français. Oui, c'est le juge français. Et là, il est au Brésil? Il est au Brésil. Il est allé voir qui? Il rencontre l'homme à côté que vous voyez avec la mâchoire bien carrée et le regard dans le vide. C'est le nouveau ministre de la Justice du Brésil. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ensemble? Un échange de bonnes pratiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur le site des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? J'en tire comme conclusion que tous ces gens-là utilisent la même méthode lorsqu'ils décident de s'attaquer à des militants politiques. Il y a quand même une sacrée différence, pardonnez-moi, entre Lula et vous. C'est que lui, il a déjà été condamné pour 8 ans de prison, corruption, il est en prison. Là, en France, concernant votre affaire... Et tant que je ne suis pas en prison, il ne faut pas que je fasse des... Est-ce que les gens se disent, est-ce que Mélenchon ne crie pas avant d'avoir mal? Vous croyez que les gens se disent ça? Mais pas du tout, c'est pas ce que me disent les gens, moi. Ils sont outrés. Et à quoi? J'ai parlé fort, et alors? Vous voulez quoi? Des mollassons dans la vie? J'ai parlé fort parce que je voulais entrer dans mon local. Et pourquoi je voulais entrer? Non mais attendez, Brunet, pourquoi je voulais entrer? Posez-vous la question. On passe chez moi, où je n'oppose aucune résistance. On m'enlève tout ce qu'il y a dans mon ordinateur. J'apprends qu'ils sont au siège. Je dis je ne veux pas qu'ils partent avec le fichier. D'accord? J'assume. Je voulais être là pour être témoin et leur dire ça, vous n'avez pas à le prendre. Non, non, il n'y a pas de mecs qui tiennent. Si, ils sont allés au siège du parti de gauche, d'accord, qui est mon parti, et ils ont pris le fichier. Et ça n'a l'air d'étonner. Ça dérange personne. On embarque un fichier d'adhérents. Richard Ferrand, en ce moment, connaît des déboires judiciaires. Lui, le fidèle de la Macronie, le fidèle parmi les fidèles, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de volonté politique de la Macronie. Mais il y a des mises en examen du Rassemblement national, du Rassemblement national à la gauche de la gauche. Il y a des chez Bayrou, à droite, à gauche, il y a des mises en examen dans tous les partis politiques en France en ce moment. À tel point que Marine Le Pen a décidé de ne pas demander que Richard Ferrand abandonne ses fonctions. Vous voyez, donc il y a une espèce c'est vous qui faites parce que si vous voulez parler de Marine Le Pen, quand ils sont allés perquisitionner au siège, et pas à son domicile, et pas à 7h du matin, ni tous ses assistants, elle a empêché qu'ils se saisissent des ordinateurs. Et vous trouvez ça, il y a un compte-rendu dans Le Monde qui raconte tout ça, parce que Le Monde a accès directement. Au début, je croyais que c'était les journalistes, les pervers, qui allaient chercher les procès-verbaux d'audition. Maintenant, j'ai compris, c'est les juges qui les font passer. Jean-Luc Mélenchon. Non mais attendez, moi je récuse votre argument, parce qu'il est absolument pourri. C'est comme tout le monde est justiciable, donc vous, taisez-vous. Et vous osez me dire, vous criez avant d'avoir mal. Mais attendez, Brunet, vous attendez quoi? Que j'ai pris 10 ans de tôle et 150 000 € d'amende, et là vous direz, ça durera 2 secondes à votre journal. Tiens, ce pauvre Mélenchon s'est pris 3-4 ans de prison. Je vous interromps un instant, ça va vous faire plaisir, parce que vous avez reçu un soutien inattendu hier soir. On écoute, puis on en parle juste après. Oh, ça doit encore être quoi? De M. Mélenchon, c'est pas forcément mon habitude, mais Jean-Luc Mélenchon a raison de rappeler que la présomption d'innocence, dans une démocratie, ça existe. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que magistrat, j'ai ensuite été avocat. Ces mots ne sont pas des mots vides de sens. Si nous voulons préserver, pas simplement pour tel ou tel élu, pour l'ensemble de nos concitoyens, un système d'état de droit, il faut reconnaître la présomption d'innocence. Elle vaut pour Richard Ferrand, ni plus, ni moins que pour n'importe quel autre citoyen. Et donc Jean-Luc Mélenchon, elle vaut pour Jean-Luc Mélenchon, la présomption d'innocence. Donc pourquoi crier au loup? Vous êtes présumé innocent? Non, sans blague. Bah oui. Eh les gars, je suis innocent. Eh ben, on lui avait dit tous les deux. Là, je trouve que c'est une méthode qui est absolument... C'est le cirque. Je fais une conférence de presse, j'explique le cas de notre procès politique. Je présente mon bouquin, tout ce que retient TF1, c'est 3 mots dans lesquels on me dit « Alors, Richard Ferrand ?» Moi, j'ai dit « Moi, j'ai plus confiance, je crois plus rien. Je sais pas de quoi vous me parlez et j'ai pas l'intention de donner un avis. » Je ne donnerai pas un avis parce que je connais la musique. Et vous avez vu, j'aurais mieux fait de me taire complètement. Parce que c'est ça qu'on sort de tout ce que j'ai dit pour ma défense, pour montrer que c'est un procès politique. Les gens qui nous écoutent en ce moment, faut pas croire qu'ils comprennent pas ce qu'est la perversité d'un système où on vous enferme dans un bocal et il y a des murs de verre. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est la touillette. Ah, monsieur Mélenchon, vous osez protester alors que vous n'êtes pas encore condamné. Donc, il faut que j'attende d'être condamné. Ah, mais les autres aussi sont condamnés. Et vous allez me mettre sur le même plan que Balkany. Et vous allez me mettre sur le même plan que Madame Le Pen. Etc., etc. Mais je ne suis pas d'accord. Le procès politique, c'est précisément que ça donne ce résultat. Tout est pareil et on embastille des dirigeants politiques. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, pourquoi être allé passer 6 semaines
en Amérique latine. Vous avez rencontré un chef d'État, Obrador, au Mexique, un certain nombre d'anciens chefs d'État. Ça, bon, c'est vrai, ça vous a donné une stature internationale intéressante. C'était un peu votre G7. Mais c'était un peu votre G7 à vous. Mais enfin, vous n'étiez pas là aux universités de votre parti à Toulouse il y a quelques jours. Ouais. Beaucoup de gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est groggy après cet échec aux européennes? Vous savez que beaucoup de Français ont été inquiets. Où est Mélenchon? Eh bien, je les rassure, me voici. Je suis en bonne santé, l'esprit alerte. J'ai écrit un livre dans une durée de temps fort restreinte et j'ai beaucoup voyagé. Au départ, l'intention, c'était de répondre à une invitation qui était celle de mes amis mexicains. Je devais aller au moment où on a installé le président López Obrador, et puis il se trouve que c'était le moment des Gilets jaunes. Donc je n'ai pas pu y aller. Et j'avais dit, j'y vais cet été. Alors patatras, revoilà une contrainte de calendrier, j'y suis allé. Une fois que je m'y trouvais, j'ai fait plusieurs conférences, j'en ai fait 9 au total, je crois, sur la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. J'apprends que, en effet, je vais pouvoir rencontrer Lula. Mais vous savez, ces choses-là, il faut faire attention. Puis le Brésil, c'est pas la porte à côté. Hein. Les gens croient que tout ça, c'est du pareil au même. Mais non, c'est des distances considérables. Quand j'ai été sûr que... Il y a des journalistes du Point qui ont fait le bilan carbone de votre été. Vous avez souvent pris l'avion. Hein. Oui, très bien, très bien. J'aurais dû y aller à la nage. Hein, comme les journalistes du Point, eux, ils se déplacent à bicyclette, à pied, voilà. Bon, pour être sérieux, et pour parler de journaux sérieux, eh bien, dans cette circonstance, j'apprends que je vais rencontrer Lula. Donc je vois la distance et je me dis, je vais revenir en France et repartir pour aller voir Lula. Tout ça, c'est de la folie. Donc je reste. Je suis resté, j'ai pris des vacances sur place, puis j'ai recommencé ma tournée politique, parce que si je vais au Brésil, eh ben, je m'arrête en Argentine. Ils m'ont nommé docteur honoris causa de leur université, j'étais très fier. Et puis, quand je suis rentré, j'avais une conférence de retard à l'Université nationale du Mexique, je l'ai fait. Mais j'ai pas fait ça pour me donner une stature, je m'en fiche de tout ça. Ma vie, elle est faite, ma stature, elle est faite, mes bouquins, ils sont là, il y en a 20. Donc, dans ce livre que vous avez rédigé, il y a évidemment tout ce voyage, ce périple en Amérique latine. Non, le voyage, c'est, si vous voulez... Donc, il est uniquement consacré à ce procès. Non, vous allez voir, moi, je suis un littéraire, hein, d'accord, donc j'aime la chose... C'est un bon teasing, hein. Excellent teasing de la vente de votre livre chez Plon. Vous voulez que je fasse la publicité chez Plon? Hein. Oui, chez Plon, et ça vaut que 10 €. Alors vous pouvez passer la commande tout de suite. Mais le livre, il est fait comme une chronique, parce qu'en même temps, il ne fallait pas que ce soit une punition pour moi. Hein. Donc j'ai prévu dedans, j'explique pourquoi ces gens-là me sont tombés dessus, les juges, ce qu'ils sont, d'où ils sortent, comment la violence dans notre pays l'a emporté, comment il y a une dérive autoritaire. Et je crois savoir, Jean-Luc Mélenchon, que vous tapez à bras raccourcis sur la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mais ça, ce sera pour après la pause. Permettez-moi de vous présenter quand même un autre aspect de mon livre, c'est que c'est une chronique. On va en parler. Donc il y a des petits moments, etc., des moments de rencontres incroyables. Par exemple, j'ai rencontré le petit-fils de Léon Trotsky. On va en parler. Mais c'est l'art du teasing de Mélenchon est remarquable. On marque une courte pause. C'est quoi teasing dans un instant, par les Français, patriotes comme la vous. bande-annonce. Voilà. On parlera de la rentrée dans un instant. On parlera du livre de Jean-Luc Mélenchon. On parlera également de la rentrée sociale. On parlera de ce qui se passe. Et regardez-moi bien, parce que dans une semaine, j'en prends peut-être pour 10 ans de prison. On parlera des urgences, on parlera de la réforme des retraites, bien évidemment. On reprend avec notre invité Jean-Luc Mélenchon. On reprend donc Bruno Neumann dans quelques instants. À tout de suite, mesdames, messieurs.